Alors, l'objectif de cette présentation, c'est un retour d'expérience de la part de Vortex sur la création d'une offre cloud de bout en bout, avec des outils complètement open source. Et je vais donc passer la parole à Thibaut, qui va pouvoir se présenter. Bonjour, alors je suis Thibaut Desmarais, je suis le directeur technique de la société Vortex. Vortex, on est une société d'expertise en logiciel libre. Alors, il y a quand même pas mal de visages que je reconnais, donc je pense que les gens me voient. Le dernier. Ouais. Et là, je vais devoir faire une présentation sur un Windows, ce qui me paraît arrivé depuis environ, je dirais au moins 11 ans, mais allez, ça devrait bien se passer. D'accord, merci. Alors, ce petit retour d'expérience, c'est pas un retour d'expérience du style tout s'est bien passé dans le meilleur du monde. C'est comment créer une offre IaaS PaaS complètement open source du parfait au cloud. Mais en fait, on va voir que pour faire ce genre de choses, c'est pas si simple. Alors, juste pour remettre un peu de contexte, Vortex, on est une société d'expertise en logiciel libre. On intervient dans beaucoup de logiciels open source et en fait, notre fibre, elle est uniquement open source. Il n'y a aucun moment où on va se poser des questions sur il y a une alternative propriétaire. Ah non, ça de base, on oublie. On est partenaire d'une PME qui s'appelle Red Hat et d'autres entreprises comme Bluemine, Collabore Online, etc. Et on est des membres fondateurs d'un groupement de sociétés open source qui s'appelle Open Source Expert, très modeste, qui est un groupement pour pouvoir répondre avec un écosystème open source à des appels d'offres publics ou plutôt gros marché. Voilà. On est éditeur de solutions et on propose des solutions en SaaS. La solution dont on va parler, ça va être notre offre en Orange qui s'appelle WAS, qui est notre hébergement souverain, qui est une de nos dernières offres et qui se base sur la technologie Wopla, qui est une solution de déploiement d'infrastructures. Voilà. Alors, juste pour donner un peu de contexte, la cible, c'est d'avoir une wishlist, une liste de vœux qui correspond à notre besoin dans un domaine open source et dans un domaine, dans un DC. Donc, on veut quelque chose de full open source, avec que les versions communautaires, c'est-à-dire qu'on s'interdit tout ce qui est open source, mais avec des versions entreprises. On veut de la résilience, donc on fait de la répartition sur 3 sites géographiques qui sont suffisamment distants pour pouvoir avoir n'importe quel type d'incident. On veut de la résilience, on veut de la haute disponibilité directement au niveau du DC, ça veut dire qu'on demande au moins du tier 4, et si ce n'est pas possible, on demande qu'il puisse aller plus loin que le tier 3. On veut quelque chose de facile à administrer, donc API First, CLI, Web UI, où il ne faut pas être expert pour s'en sortir. Automatisable au maximum, scalable, souverain, et on veut une date de livraison ultra rapide parce qu'on a des timings serrés avec des clients qui attendent déjà la solution avant même qu'elle sorte. Et puis comme on adore s'amuser, on s'est dit qu'on allait viser directement des certifications un peu simples à avoir. Donc on s'est dit la plus simple, c'est SecNumCloud. Franchement, trop facile. Puis après, quelques ISO pour juste être un peu raccord avec le marché. HDS, parce que si on n'héberge pas de la donnée de santé, on n'est pas une solution de cloud. Et PCI-DSS et bien d'autres. En fait, on a tout fait pour essayer de viser le maximum de certifications en se disant que plus on va avoir de contraintes, déjà plus ça va nous amuser, parce qu'on est comme ça chez Vortex. Et en plus, plus on se dit que les clients ne seront pas obligés d'aller dans des cloud providers américains ou des cloud providers qui ne pourront pas assumer le fait de pouvoir proposer ce genre d'offre. En fait, on va être une vraie alternative. Donc on s'est dit, allez, on y va, c'est parti. Donc dans un monde idéal, on a déjà une solution pour ce genre de choses. C'est Wopla. Wopla, ça permet de faire du déploiement d'infrastructures. Alors on sait le faire, on commence à avoir l'habitude. Ça fait suffisamment de temps qu'on le fait. Pour le contexte, j'ai déjà présenté pas mal de fois ici et puis ailleurs. Wopla, c'est une solution pour déployer de l'OpenStack, de l'OKD, de l'OVIRT. En gros, faire toute une solution d'infrastructure de rien à j'ai une infra complète qui propose du cloud, de l'instance, de la VM, du conteneur, tout ça orchestré, tout ça géré, piloté et suivi avec des CVE, etc. Donc ça, c'est notre monde idéal, c'est Wopla. Dans une vue simplifiée, un déploiement de Wopla sur 3 DC, sur 3 data centers, c'est facile. En gros, on prend notre solution, on la déploie et pouf, ça marche.
Et puis en fait, on a la réalité. Alors ce Rex va être complètement vers la réalité. Hein, on ne va pas vous vendre du rêve sur les débuts d'OAS. On avait la cible, c'est 3 centres de données, 3 lignes Internet pour être le maximum résilient. Le lien MAN entre nos sites qui est redondé par 2 chemins différents entre les sites. Des IP publics en BGP pour pouvoir faire du routage en cas d'incident. Des pare-feux open source, des commutateurs qu'on peut gérer avec Ansible, des serveurs qu'on peut administrer de la carte de management à la partie configuration, pareil avec Ansible, de la solution de stockage safe pour dire de pouvoir proposer le maximum de choses. Une solution de virtualisation qu'on connaît qui s'appelle Virt, la solution de cloud que des technos qu'on connaît et bien d'autres. Voilà toute la checklist que check au plat. Donc on s'est dit super, il n'y a que quelques trucs à faire, ça va le faire très bien. Voilà tout ce qui n'a pas fonctionné out of box et je peux vous dire que ça a été un vrai plaisir. Alors juste que vous revoyez bien cette liste, en gros le seul truc qui a bien marché c'est la partie VPN. Comme quoi IPsec ça marche, je veux dire à partir de là on est plutôt bon. Allez, quelques explications juste pour un peu de plaisir. Les centres de données, alors très bien, tier 4, les gens très sérieux, très conviviaux, etc. On signe, on est tous d'accord, on est content, on a une date. On a eu la livraison à la bonne date. Par contre, on n'a jamais eu les accès. Il nous a fallu 1 mois et demi pour pouvoir rentrer au data center avec les livraisons des fournisseurs qui ont attendu devant la porte. Et donc, on est dû aller le chercher en voiture. Les lignes Internet, écoutez, opérationnelles, direct. Bon, par contre, débit 1 giga au lieu de 10. Alors ça, c'est aussi un vrai plaisir. Ça a donné quelques sueurs froides pour les installations. Et puis surtout, on nous a dit « Ah ouais, mais non, le Deslam à côté, il n'est pas capable de gérer. » Donc, on a attendu 2 semaines pour qu'ils viennent corriger. Et puis après, on a eu le lien MAN entre les sites. Alors, super. Le MAN, fibre noire, super à éclairer nous-mêmes, le matos qu'il faut. Bon, par contre, pour arriver jusqu'au B, ça a été une autre histoire, quoi. C'est arrivé dans la Meet Me Room, mais alors pour les tirer jusqu'à nous, ça a été une vraie joie. On a parlé d'Internet. Après qu'on ait les accès à Internet, il fallait qu'on joue avec la partie BGP. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est BGP, c'est en gros le protocole qui fait qu'on s'annonce en disant les IP qui sont là, c'est moi. Donc merci de me les envoyer. Je suis TLAS. S'il vous plaît, envoyez-moi le trafic par là. Sur 3 sites, en fait, on n'a eu qu'un seul site qui pouvait faire du BGP avec le reste du monde. Donc ça veut dire que j'ai passé 3 semaines à essayer de parler BGP avec un truc qui ne me parlait pas. Et le monde magique des telcos est fait de telle manière à ce que ça parle très bien avec du Juniper, ça parle très bien avec du Cisco. Quand on arrive avec une solution de firewall sous BSD, étonnamment, en fait, ça fait des trucs qui ne sont pas prévus dans le protocole. En gros, le serveur d'annonce qui me répond n'est pas du tout le serveur à qui je parle. Donc, écoutez, un firewall, son but premier, c'est de bloquer. Et j'ai passé une semaine à regarder des trucs se bloquer pour les serveurs d'annonce. Les serveurs d'annonce ne sont pas stables. C'est-à-dire qu'il y a un pool d'adresses que tu ne connais pas, qui n'est pas dans la doc, parce que dans le monde magique des core switch, ça marche, mais pas dans le monde des firewalls. Les standards qui sont soit sur du Quagga, soit directement protocolaire BSD, écoutez, eux respectent les protocoles, pas forcément les switches des telcos. En gros, ça dépend de la version du firmware du truc qui est en face. Et les ouvertures de flux qui ne sont pas documentées, c'est qu'en plus des serveurs d'annonce, j'ai eu quelques plaisirs d'autres trucs qui me parlaient BGP et qui annonçaient des IP qui étaient les miennes, mais qui n'étaient pas du tout le truc du telco. Donc j'ai passé 3 semaines complètes, à environ 10 heures par jour, à regarder des logs et des TCP dump et des PCAP pour commencer à pleurer des larmes de sang et me rendre compte que personne ne me parlait correctement. Faut vous faire insulter par un telco, c'est toujours un plaisir. Après, il y a le monde magique de BSD, parce que BSD, souvent, le vrai matériel qui marche, c'est le matériel du développeur qui a codé le driver de ce truc. Ça veut dire qu'en gros, on s'est retrouvé, bon, je ne vais pas reparler de BGP, c'est une plaie trop vive à l'heure actuelle. Les interfaces physiques, en fait, on a des interfaces pro, et en fait, les interfaces pro, sur certains corps BSD, sur certains kernels, c'est juste pas reconnu. Donc on a dû s'amuser à aller chercher des drivers de versions précédentes de BSD, les backporter, nous rajouter des modules pour pouvoir avoir une interface 10 Go. Sinon, on capait grand max à 1 Go. Alors, en fait, il y a eu plusieurs plaisirs. Vous vous rendez compte que, d'un côté, notre fournisseur d'accès à Internet nous a fourni une interface 1 Go. 2, nous, on ne se rendait pas compte qu'on n'était pas en 10 Go parce qu'en fait, on s'est cassé les dents sur comment faire fonctionner une interface 10 Go.
Tout ça pour se rendre compte qu'en fait, en face, ça nous parlait qu'en HD. Donc ça a été un vrai plaisir. Et je vais pas vous annoncer quelques joyeusetés, mais on a certains pare-feux qui sont virtualisés. Et ben pour votre culture, Virtaio, qui est la manière de faire du KVM, de virtualiser l'interface dans KVM, ben sous BSD, c'est très mal reconnu, le driver est très mal codé. Donc on avait on capait facilement à 2 Go, ce qui était presque mieux que l'interface 1 Go, mais au lieu d'avoir des interfaces à 10 Go. Alors, spoiler alerte, on s'en est sorti quand même. Allez, pour la partie matérielle, parce qu'on peut enchaîner les joies et les plaisirs. La livraison au mauvais site, on s'est retrouvé avec tout le matériel, tout le matos qui arrivait sur notre site physique en plein milieu de Paris, sachant que nos DC ne sont pas du tout en plein milieu de Paris. On s'est retrouvé avec des switches full fibre, alors qu'on n'a que de la connectivité Ethernet catégorie 7, donc c'était vachement pratique. On a mis 6 mois avant que quelqu'un vienne rechercher les switches, mais ça nous servait à caler les portes pendant un moment. Et après, il y a des joyeusetés qui sont de notre faute. La version de câblage entre 2 sites, on a mal communiqué. Bon, on s'est retrouvé avec des trucs un peu bizarres. Bon, ça, c'est notre faute. Sur les parties serveurs, on s'est retrouvé avec des BIOS configurés à l'heure. C'est super sympa par le fournisseur, mais par contre en UTC. Donc on avait 2 heures de décalage. Je vous invite à essayer pour générer des certificats et valider qu'ils soient corrects. Ça peut donner des petites joyeusetés. Et en plus, c'est le genre de truc que côté OS, tu ne vois pas. C'est qu'en gros, toi, tu l'as configuré correctement, ton OS est à l'heure, mais le BIOS, il n'est pas du tout. Et après, on s'est retrouvé avec des cartes de management qui frisaient de manière aléatoire. Donc c'est quand même vachement pratique d'avoir des accès distants et d'envoyer quelqu'un directement sur site pour se taper 4 heures d'aller et 4 heures retour pour aller juste redémarrer le serveur. Et puis après, les joies du stockage avec les fameuses cartes qui ne font uniquement que du RAID 0 et pas de JBOD. Alors, pour information, pour ceux qui ne voient pas la différence, le JBOD, c'est je laisse tranquille mon disque et c'est mon OS qui va gérer. La carte RAID 0, ça veut dire que j'ai une carte physique qui peut potentiellement casser ou prendre feu, qui a accès à mon disque et qui peut environ me cacher tous mes disques d'un coup. Donc ça, c'est quand même très rigolo c'est comme très rigolo et puis c'est surtout très rigolo à confer quand tu as 24 disques à confer par serveur et que tu es obligé d'aller dans l'interface pour aller faire des clics. Bon, pareil, spoiler alerte, il y a une collection de cibles pour le faire. Donc en fait, on n'y a pas passé plus que tant que ça. Allez, on continue après le matériel, on passe au logiciel. Sur la partie logiciel, écoutez, on a eu Ceph communautaire, bien sûr, et on a eu une évolution de Ceph durant le projet. Alors, on s'est retrouvé avec une version incompatible avec les autres composants parce que des capabilities étaient plus disponibles. Et donc, ça donne une joyeuseté au moment où tu as tout ton stockage qui met à jour et qui n'est plus joignable par ton cluster de virtualisation. Et pouf, tu n'as plus accès. Pour information, ça fait mal. La debug dans l'installeur d'Ovirt, où en fait il y a des parties qui sont configurables, mais si tu ne mets pas la valeur par défaut, l'installeur vôtre, mais ne te dit pas. Et la fin de CentOS 8 Stream en plein milieu ce qui a fait que en fait, Ovirt fournit des appliances pour pouvoir installer Ovirt, basé sur CentOS 8. Et la première chose qu'il fait, c'est un Yum Update. Et Yum Update, quand tu n'as plus de repo, ça fait rien. Et ça installe pas les paquets que tu veux. Pour la solution OpenStack, on est parti sur de l'OpenStack Triple-O, comme on a l'habitude. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on fait partie des intégrateurs Red Hat. Donc on connaît bien Red Hat Triple-O, Red Hat Director, qui est Triple-O en version communautaire. Et là, pouf pastèque, en fait, il n'y a plus de version supportée à part Wallaby. Donc je ne sais pas si vous avez une référence côté OpenStack, mais Wallaby, ça commence à faire un petit peu vieux. Et on a fait une migration d'urgence vers Kyobi, qui est une solution qui est un bootstrapper de cola, en gros, qui permet de faire du déploiement assez rapide. Alors, gros avantage, c'est que si vous connaissez Triple-O, il y a ce qu'on appelle l'OpenStack Overcloud, Undercloud, etc. Même concept dans Kyobi. Donc, on a retrouvé nos petits assez vite. Et puis après, on a eu la fin du support Ovirt dans OKD. Alors, quand on fait de l'API et que la solution qui doit pouvoir parler aux API de ta solution ne peuvent pas te répondre, forcément, ça fait des trucs très bizarres. Donc, il a disparu dans Ovirt et il est passé dans OpenStack directement. Et donc, on a fait un passage dans un Kubernetes Core pour la partie centrale de la partie Wopla. Donc, en gros, on a fait du bon vieux Kubernetes parce qu'on n'avait pas besoin de toutes les solutions autour de Kube. Allez, au final, on va finir quand même sur une note positive.
tout finit bien. On s'est retrouvé avec quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui est dispo maintenant, et avec des clients qui sont contents dessus. Allez, et on va aussi dire que tous nos choix n'ont pas été si mauvais, parce qu'en gros, tout est automatisable et tout est automatisé via Ansible. On a des collections pour tout. De la configuration du switch jusqu'à la configuration du firewall de CF, de l'installation d'OVIRT, avec ce paramètre. Alors, pour information, c'est le mot data center qu'on ne peut pas choisir. Et ben, on l'a patché. On va le proposer à la communauté OVIRT. Et puis après, toute la partie déploiement de VM, etc. Tout est automatisable. Et on a comblé ce qui manquait à Wopla pour pouvoir faire du déploiement sur 3 sites. On va faire très vite la matrice de test. Hein. Il me reste 1 minute. Perte de connexion Internet, c'est bon. BGP, c'est bon. Les pertes des firewalls, c'est bon. Les pertes d'OVIRT, c'est bon. CF, MAN, etc. On est prêt à tout perdre. Et on s'est même dit qu'on va rajouter quelques tests. L'attaque de Godzilla, on l'a prévu. On est assez loin si Godzilla attaque. Notre fournisseur qui perd Internet, on l'a eu. C'est bon, c'est validé, ça marche. Et la pelleteuse, on l'a eu également. C'est bon, on arrive à être résilient. Il y a un coup de pelleteuse entre 2 sites. Je vous invite à nous rejoindre sur le stand B13. Et puis, j'espère que la dernière conf de la journée ne vous a pas achevé. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir ce soir ou demain, avec grand plaisir. Et puis, pour information, on est membre fondateur d'OSE. On a le temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'accepte le fait que vous veniez au stand, sachant qu'on a de la bière, si ça peut motiver des gens à nous... Est-ce que vous avez une question qui ne nécessite pas une bière, en fait? Alors, je sens un non. Bon, a priori, voilà. Si vous avez donc des questions qui nécessitent une bière, vous pouvez aller sur le stand B15. Merci. Merci. Une question. Combien de mois? Alors, au final, on l'a fait en 8 mois, au lieu de 4. Ça va, hein, sachant qu'on a perdu presque 4 mois à aller courir après le matos entre les différents sites, on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, c'est propre. C'est propre. Bon, nickel. Hein.